Bonjour à tous, à toutes et à tous. Merci d'être présents à la conférence de presse que nous avons organisée pour la défense de Monsieur Tariq Ramadan. Je me présente, je suis Pascal-Pierre Garbarini, avocat au barreau de Paris depuis 1991, date de ma prestation de serment. Et vous êtes donc présent dans mon cabinet que je partage avec mon associée Pauline Baudieu-Armand. Nous vous avons fait venir pour une conférence de presse, non pas pour faire un point sur la situation de Monsieur Tariq Ramadan, mais c'est parce que nous considérons que des éléments capitaux sont intervenus dans le cadre de la procédure criminelle qui, aujourd'hui, conduit Monsieur Tariq Ramadan à s'expliquer tant devant les juridictions françaises que devant les juridictions suisses. Il s'agit d'expertise technique, à la fois en informatique mais également en stylométrie, que mes confrères vont vous expliquer, ainsi que leurs conséquences, tant sur la procédure criminelle à venir de Monsieur Tariq Ramadan, mais également sur la force que ces expertises vont également avoir sur la condamnation dont Monsieur Tariq Ramadan a fait l'objet par la juridiction suisse. Je vous rappelle avec force que Monsieur Tariq Ramadan clame son innocence depuis le début dans ces deux procédures et que ces expertises vont avoir pour fondement de venir prouver, justifier, consacrer l'innocence de Monsieur Tariq Ramadan. Quelques mots assez brefs, mais pour vous resituer, la procédure française. Monsieur Tariq Ramadan, au départ de cette procédure criminelle, faisait l'objet d'accusations de 6 plaignantes. Après 7 ans de procédure, Monsieur Tariq Ramadan a été renvoyé par 2 magistrats instructeurs pour des faits de viol concernant 4 des 6 plaignantes. Les juges d'instruction ont motivé leur décision en indiquant que Monsieur Tariq Ramadan avait vicié leur consentement sur les actes sexuels dans la mesure où ces plaignantes auraient été sous emprise. Et de ce fait, les 2 juges d'instruction avaient décidé de renvoyer Monsieur Tariq Ramadan devant la cour criminelle départementale pour ces 4 viols. Nous avions relevé appel de cette décision et donc le cours normal de la justice française, c'est que nous sommes allés devant la chambre de l'instruction, qui est la chambre de contrôle, si je puis dire, d'une instruction, qu'elle soit délictuelle ou criminelle. Lors de cette audience, nous avons découvert que l'avocat général, c'est-à-dire celui qui défend la société, considérait qu'il ne pouvait pas y avoir de vice du consentement et que le consentement était acquis pour 3 des 4 plaignantes dans la mesure où il ne pouvait pas y avoir d'emprise. Et par conséquent, il sollicitait lui-même un non-lieu pour 3 des 4 plaignantes. Nous allions bien sûr un peu plus loin que l'avocat général, puisque nous considérions que pour les 4 plaignantes, en effet, il ne pouvait pas y avoir de viol puisqu'il y avait consentement. La chambre de l'instruction a rendu sa décision. Elle n'est pas allée aussi loin que nous le souhaitions, puisqu'elle a décidé que pour une des plaignantes, en effet, il devait y avoir un non-lieu, mais pour les 3 autres, en revanche, Monsieur Tariq Ramadan devait répondre des accusations de viol devant la cour criminelle départementale. Ce qui est déjà étrange, c'est que la motivation choisie par la Chambre de l'instruction de Paris pour décider ce renvoi était totalement différente de celle qui avait conduit les 2 magistrats instructeurs à renvoyer Monsieur
Tariq Ramadan devant une cour d'assises. C'est-à-dire que, en effet, d'emprise, il n'y en avait plus. Elle avait été écartée, balayée, tant par l'avocat général que par la chambre de l'instruction, mais de manière assez insolite, on indiquait que M. Tariq Ramadan devrait répondre, c'est ce qu'il fera peut-être, au mois de mars 2026, de 3 faits de viol, mais considérant que le consentement à ce moment-là n'existait plus parce qu'il y aurait eu de la violence. Voilà où nous en étions, avec la particularité que, depuis le début dans cette procédure, M. Tariq Ramadan clame son innocence, non pas en disant « je suis innocent », mais en étayant à chaque fois son propos. Et nous, avocats, bien évidemment, nous sommes partisans de la défense qu'on nous a confiée. Bien évidemment, nous militons avec notre client pour que cette innocence soit consacrée. Mais nous ne sommes pas non plus des avocats bénis oui-oui. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des avocats qui vont prendre pour acquis tous les éléments que va nous donner notre client. Nous allons également, parce que nous sommes aussi des défenseurs de la manifestation de la vérité, et donc nous allons vérifier également les éléments qui nous sont donnés par le client. Et nous allons vérifier ces déclarations. Et nous allons également appuyer ces déclarations si elles nous paraissent satisfaisantes, convaincantes. Et nous nous étions rendus compte que notre client avait raison sur plusieurs points, voire tous les points. Quand je dis plusieurs points, c'est-à-dire sur les points capitaux, cruciaux, qui ont conduit des juges d'instruction avec un motif, l'emprise, puis ce motif balayé, comme je l'ai dit, et ensuite une chambre de l'instruction qui décidait de renvoyer monsieur Tariq Ramadan sur d'autres faits. Ces points capitaux, ils nous gênaient dans la mesure où les juges d'instruction ne les avaient pas repris, considérant que bien qu'ils ne soient pas étayés par les plaignantes, eh bien il y avait un doute. Or, en droit français, vous ne l'ignorez pas, le doute bénéficie à l'accusé, aux mises en examen, à l'inculpé, peu importe, encore une fois, le statut qu'on lui donne. Et là, monsieur Tariq Ramadan, pour des raisons vraisemblablement, probablement, assurément liées à sa personnalité et son profil, le doute ne lui a pas profité. Mais ça, ce n'est pas mon propos, ce n'est pas notre propos aujourd'hui. Nous en parlerons, le cas échéant, devant la juridiction, lorsque nous aurons peut-être à évoquer son cas. Pourquoi je dis peut-être? Parce que les expertises permettent de non seulement lever les doutes, mais de confirmer depuis le début les propos de monsieur Tariq Ramadan et surtout d'écarter les accusations des plaignantes. Et notamment d'une plaignante qui pointait des faits, les affirmait, les voulait graver dans le marbre de sa vérité pour accuser monsieur Ramadan. Et bien qu'elle n'en justifiait pas, inventant différentes histoires pour expliquer qu'elle n'avait pas d'éléments matériels qui les corroboraient. Nous avons aujourd'hui la preuve, parce qu'il y a eu une évolution technologique que nous n'avions pas à l'époque de l'instruction. C'est-à-dire, c'est vrai, le progrès sert sur cette affaire la défense. Parce que ces expertises qui n'étaient pas possibles lorsque cette instruction a débuté, ou en tous les cas, elles n'étaient pas possibles parce qu'elles n'étaient pas aussi approfondies, aussi techniques, et c'est la raison pour laquelle M. Tariq Ramadan s'est adressé à des experts de renommée mondiale. C'est-à-dire que leur savoir ne peut pas être mis en défaut, qui ont analysé les procédures et qui ont rendu des rapports qui balayent complètement les accusations portées, notamment par Paul Emma Aline, qui est une des plaignantes dans ce dossier partie civile. Alors, je l'ai dit, ces éléments sont également très importants, capitaux pour la défense de M. Tariq Ramadan en Suisse, et mes confrères autour de moi vont vous expliquer
les uns après les autres. Quels sont-ils? Donc, en premier, vous aurez notre confrère suisse Guéric Canonica, qui est intervenu dans la défense de monsieur Tariq Ramadan en Suisse, qui va vous expliquer l'apport de l'expertise en stylométrie qui a été faite et qui a une force énorme pour solliciter vraisemblablement, probablement, assurément une demande de révision du procès, de la condamnation suisse de monsieur Tariq Ramadan. Ensuite, vous aurez mon confrère Wadi El Mamouchi qui va vous expliquer les différentes expertises réalisées tant en informatique qu'en stylométrie par rapport à leur apport et à leur valeur ajoutée et leur force pour démontrer l'innocence de monsieur Tariq Ramadan dans la procédure française. Ensuite, vous aurez mon confrère Yael Hayat, avocate suisse, qui a également défendu aux côtés de monsieur Guéric Canonica, monsieur Tariq Ramadan dans la procédure suisse, et qui va vous expliquer, la conséquence forte de ces expertises et qui les autorise et qui légitime et qui milite pour qu'il dépose ce recours en révision. Elle va vous expliquer tout ça. Et enfin, pour clore, mon associé Pauline Baudu-Armand, qui fera la même chose que Yael Hayat en ce qui concerne les conséquences de ces expertises assez, encore une fois, cruciales pour le déroulement de ce procès sur la procédure française. J'en aurais terminé juste avec un mot. Nous assurons la défense de monsieur Tariq Ramadan depuis de nombreuses années. J'ai envie de vous dire depuis trop longtemps. Parce que dans ce dossier, plus qu'un autre, on se demande réellement si les éléments qui ont été donnés par monsieur Tariq Ramadan, les doutes qui existent sur les accusations qui sont portées contre monsieur Ramadan, si elles ont la même signification, ou si elles auraient la même signification si la personne qui était désignée par les plaignantes avait un autre nom que monsieur Tariq Ramadan. Voilà, j'en ai terminé, je laisse la parole à mes confrères. Merci Pascal Garbarini pour cette introduction. Alors je suis Guéric Canonica, l'un des avocats de Tariq Ramadan dans le cadre de la procédure suisse, aux côtés de Yael Hayat qui est à mes côtés, de même que de Loïc Parrain et Théo Badon. Pascal Garbarini vous a dit que Tariq Ramadan a fait l'objet d'une condamnation, et vous le savez, en Suisse. Et cette condamnation, elle a porté essentiellement sur les déclarations d'une partie plaignante, à laquelle évidemment monsieur Tariq Ramadan opposait ses propres déclarations. C'était donc la version de l'un contre la version de l'autre, comme c'est souvent le cas dans ces affaires de nature sexuelle. Pascal Garbarini vous a dit que le temps est aujourd'hui venu de convoquer la science, c'est-à-dire de mettre de côté ce qui relève par nécessité de l'interprétation, fluctuante parfois en fonction des instances judiciaires, en fonction des personnes qui peuvent examiner des mots, pour revenir donc à la science. Et à la science seulement, c'est-à-dire ce qui ne souffre pas, ou à tout le moins, de très peu d'interprétation. Et lorsque vous entendrez dans quelques instants Yael Hayat, elle vous expliquera qu'ici, dans ce que je vais vous présenter dans quelques instants, il n'y a pas matière à interprétation. La preuve est absolue, elle est rigoureuse, elle est scientifique. Et cette preuve que nous convoquons aujourd'hui, c'est, Pascal Garbarini vous l'a dit, la stylométrie. Qu'est-ce que c'est que la stylométrie en quelques mots, brièvement? C'est l'étude des particularités lexicales, syntaxiques d'un texte, d'un corps de texte, en vue de tenter, dans la mesure du possible, de le rattacher, de l'approprier à un auteur donné. Alors évidemment, dans le cadre de cet examen,
chaque détail compte. Ça peut être un espace, la gestion d'espace, l'éthique de ponctuation, la grammaire, les erreurs grammaticales ou encore la syntaxe. En France, par exemple, mais également aux États-Unis, de résoudre ou à tout le moins de faire avancer des affaires qui patinaient, si vous me passez l'expression, depuis de nombreuses années. En France, on pense notamment immédiatement à l'affaire du petit Grégory. La stylométrie a été mise en œuvre dans le cadre de cette affaire et a permis une avancée notable du dossier. Et elle a permis une avancée notable du dossier, c'est un élément intéressant, en mandatant, en mettant en œuvre, c'est la justice française qui l'a fait, une société suisse établie en Valais qui semble avoir des connaissances extrêmement poussées et approfondies en la matière. Une autre chose qui est intéressante en lien avec la stylométrie toujours, c'est qu'elle a depuis peu de temps un écho académique important en Suisse, puisque l'école des sciences criminelles de Lausanne y porte une attention particulière et a obtenu d'ailleurs le soutien du Fonds national suisse afin de faire avancer les recherches menées par le professeur Taroni. Dans le cadre de ce volet suisse, nous avons donc très récemment obtenu un rapport de la doctoresse Chasky, experte de renommée mondiale, à l'intégrité et l'honnêteté intellectuelle évidemment irréprochable, qui donne un nouveau regard, pour ne pas dire bouleverse, chamboule, renverse la condamnation dont Tariq Ramadan a fait preuve. Ce nouveau regard, Yael Hayat vous l'expliquera dans quelques instants. Elle vous en expliquera les conséquences que cela doit avoir aujourd'hui en termes procéduraux. Je vous remercie de votre attention. Bonjour, je me présente, Maître Wadi El-Amamouchi, avocat de Tariq Ramadan en France. Je vais tenter d'illustrer de façon concrète ce que vient de dire mon confrère suisse à travers différentes illustrations, à travers différents éléments du dossier qui nous intéresse aujourd'hui, pour lequel vous êtes venus aujourd'hui. Tous les éléments dont je vais vous faire état, et je vais effleurer que quelques éléments, reposent uniquement et stricto sensu sur des bases scientifiques. Je vais commencer par illustrer la stylométrie. Par exemple, dans le cadre de notre dossier, il se trouve que, par exemple, la brigade criminelle, donc spécialisée en matière de viol, a exhumé parmi tout le contenu informatique qu'a remis une des plaignantes un message, et pour lequel la brigade criminelle s'est interrogée. S'est interrogée puisque il apparaissait que d'une part, celle qui portait ce message prenait le pseudonyme de Nathalie. Nathalie qui était justement reconnue par une des plaignantes devant un juge d'instruction comme étant le pseudonyme qu'elle utilisait de façon régulière. Nathalie, Nati ou Nathalie Magnon. Eh bien, cette fameuse Nathalie dira 3 jours avant la seule et unique entrevue avec Monsieur Tariq Ramadan. Elle parlera à une interlocutrice, elle dira je suis en train de préparer un plan, je suis en train de préparer un piège, et Tariq Ramadan risque, suite à mon piège, de se retrouver en une de tous les journaux. La brigade criminelle met en évidence ce message contenu sur une clé USB que remet la plaignante avec le pseudonyme de Nathalie, pseudonyme que elle-même reconnaît utiliser lorsqu'elle est sur les blocs. Eh bien, cet argument sera balayé par un revers de main par les juges d'instruction. Et c'est là où, encore une fois, la défense de Tariq Ramadan, comme disait mon confrère Maître Garbarini, s'appuie aussi sur des éléments scientifiques.
une expertise en stylométrie viendra accréditer ce que, finalement, nous, avocats de la défense, mais aussi la brigade criminelle, pensaient très très fort, à savoir que la plaignante était cette fameuse Nathalie, grâce notamment à cette expertise en stylométrie. Voilà, vous avez le message, ici en question. Alors, je vais vous le lire à voix haute. Moi, j'ai une meilleure leçon. Pour lui, je te raconte même pas. Tu en sauras bientôt plus. D'ici 3 semaines, on est en train de monter un plan. Si le plan se déroule bien, tu le verras en première page de Voici, de Gala et autres magazines People, avec photos à l'appui. Moi, je veux les caméras et les journalistes. Ce message-là, 3 jours avant l'entrevue avec M. Tariq Ramadan. 6 jours, exact, 6 jours. Nous allons avoir une autre expertise qui a confirmé une expertise précédente en ce qui concerne notamment la présence de cette plaignante lors d'une conférence. Souvenez-vous, remettez-vous dans le contexte. La plaignante disait avoir rencontré M. Tariq Ramadan avant l'organisation de la conférence. Elle disait avoir été violentée, elle disait avoir été violée, elle disait avoir été séquestrée, elle disait avoir été laissée en guenilles, quasiment mourante, et donc ne pas avoir participé à cette conférence. Nous avons produit des photos qui sont au dossier, où un expert désigné par les juges d'instruction a lui-même considéré qu'il y avait de fortes chances que la personne qui était sur les photos fournies par la défense de Tariq Ramadan était bien la plaignante en question. Donc cette plaignante qui dit ne pas avoir assisté à la conférence parce que blessée, violée, torturée, etc., séquestrée, eh bien, un expert indépendant désigné par les juges d'instruction corrobora qu'il y a de très fortes chances finalement qu'elle ait pu participer à la conférence et sans aucune, bien sûr, échymose, sans aucune espèce de blessure. Elle contestera, elle niera. Et Monsieur Ramadan, dans un souci de preuve et de justice surtout, va diligenter une seconde expertise, où là encore, l'expert conclura au même résultat, à savoir qu'il y a une probabilité très forte, pour dire quasiment 100%, qu'il s'agissait bien de cette plaignante en question qui était sur la photo. Et donc vous comprenez forcément le raisonnement de la défense de M. Tariq Ramadan. Si la plaignante qui dit ne pas avoir été présente à la conférence, ne pas pu avoir assisté à la conférence parce que blessée et séquestrée, eh bien finalement se retrouve à la conférence en bonne santé, il y a là encore une grave dissonance par rapport à son messie, et encore, c'est un moindre mot que d'employer de ce mot de dissonance. Et là, la conclusion de l'expertise est toujours... Voilà. La conclusion de l'expertise. L'individu présent sur les photographies prises lors de la conférence de Tariq Ramadan correspond avec une certitude de 100% à la plaignante en question. Vous avez aussi, et c'est extrêmement problématique, l'existence d'un blog qui s'intitule « Mon intime conviction ». Ce blog, il est particulier, pourquoi ? Parce que ce blog, c'est un blog, j'ai presque envie de vous dire, spécialisé sur la personne de Tariq Ramadan. C'est un blog où ne se disent que des choses atroces sur la personne de Tariq Ramadan. La plaignante en question va reconnaître que ce blog lui appartient. À ceci près qu'elle va dire avoir créé ce blog après la seule et unique rencontre avec M. Tariq Ramadan, c'est-à-dire soit après le 9 octobre 2009. Nous avons diligenté encore une fois un expert informatique agréé auprès de la Cour d'appel de Paris. Qu'est-ce que va dire cet expert ? Il va dire non, c'est pas possible. Ce blog a été créé avant le 9 octobre 2009, soit avant la date et de l'unique rencontre avec M. Ramadan. Vous pouvez le voir ici, la conclusion de l'expert informatique. Sur le plan technique, les éléments disponibles indiquent que le blog Mon intime conviction, qu'elle reconnaît être le sien, il n'y a pas de débat là-dessus, était actif avant le 9 octobre 2009. Par ailleurs, tout au long de l'instruction, elle n'aura que de cure que d'essayer de minimiser ses compétences en informatique. L'expert informatique, on ne va pas entrer dans les détails aujourd'hui, mais
dira tout l'inverse, à travers certaines aspirations de blog, à travers l'utilisation de certains fichiers, dira qu'elle est experte justement en informatique. Et puis enfin, vous avez aussi, et ça souffre effectivement cruellement, et j'ai jamais vu moi un tel dossier où finalement il n'y a pour aucune des plaignantes, et c'est d'ailleurs même dit par la Chambre de l'instruction, aucune espèce de constat médical avec des lésions, des constats de lésions, etc. Nous avons consulté un expert médical et qui dit la chose suivante, qui dit, au vu de ce que la plaignante décrit, de la violence, notamment de ce qu'elle dit avoir subi et vécu, de la violence de ce qu'elle dit être ses lésions, parce que malheureusement, nous n'avons pas de photos de lésions. Nous n'avons aucun élément pouvant identifier une quelconque lésion. La plaignante a été voir un médecin plusieurs jours après. Eh bien, la conclusion de l'expert médical dit bien que aucune prise en charge médicale initiale, immédiate à laquelle on aurait pu s'attendre, compte tenu des éléments traumatiques décrits, n'apparaît dans le dossier. Ni examen somatique, ni gynécologique, ni demande d'examen complémentaire ou de consultation spécialisée. C'est-à-dire que l'expert médical dit qu'il est quasi impossible, quand bien même il s'agissait du médecin le plus incompétent du monde, qu'avec un tel récit, lorsque une plaignante vient le voir, et avec ce qu'elle décrit avoir comme lésion, il était impossible que le médecin, à travers son récit, ne l'oriente pas, soit vers des spécialistes, soit vers les urgences, voire même une simple consultation à l'hôpital en hospitalisation. Les soins qui ont été prodigués ne correspondent absolument pas et ne sont en aucun rapport avec des faits de viol. Et là, encore une fois, c'est un élément concret que nous avons dans le dossier. Voilà, j'ai effleuré avec vous quelques éléments du dossier. Dites-vous que ce sont quelques éléments, et les éléments les plus récents, mais dites-vous que pour chacune des plaignantes, quasiment, nous avons près d'une cinquantaine d'éléments de cette nature qui figurent dans le dossier. Alors, encore une fois, Monsieur Tariq Ramadan, qui convoque cette conférence de presse, vous l'avez bien compris, il ne demande pas un traitement spécial pour lui. Il ne demande pas un traitement approprié. Il demande juste une chose, un traitement juste sur le dossier, et rien que sur le dossier. Bonjour, Yael Ayat. Je suis l'un des avocats de Tariq Ramadan à Genève, aux côtés de Maître Guérit Canonica, Théo Badan, Loïc Parrain et le bâtonnier Marc Bonan. Vous l'avez compris, aujourd'hui, l'on convoque devant vous la science. Une science qui, dans les enceintes judiciaires, bien souvent accable et parfois restitue la vérité. Nous étions dans l'affaire Ramadan jusqu'à maintenant sur le registre des mots et nous sommes désormais sur le registre de la démonstration. La stylométrie, qui est à l'honneur en France, en Suisse et partout dans le monde, permet dans cette affaire de dévoiler une imposture. Parce qu'elle permet en fait de décrypter des messages qui jusqu'ici étaient masqués et qui portent une empreinte. Et cette empreinte, c'est précisément l'objet de la stylométrie. Eh bien, l'empreinte de ces messages est la même que les messages envoyés par la dénommée Brigitte, c'est le nom donné à la plaignante dans l'affaire suisse, à Monsieur Tariq Ramadan. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il y avait jusqu'à maintenant une face visible de Brigitte, la face que nous connaissons, la face que vous connaissez certainement, c'est-à-dire Brigitte qui a envoyé des messages lyriques, enflammés à Tariq Ramadan. Mais la stylométrie a permis en réalité de dévoiler la face cachée, pour ne pas dire sombre, de Brigitte, c'est-à-dire son intrigue, sa trame, sa machination et son guet-apens. Alors, il suffit de se concentrer sur les messages qui ont été examinés par l'expert en stylométrie. Et vous avez ce premier message
qui date du 14 octobre 2008. Le 14 octobre 2008, c'est 14 jours avant la rencontre entre Tariq Ramadan et Brigitte. Et ce message dit, le chat a été très fructueux, TR a du souci à se faire, il a fait beaucoup de mal, Leïla. 14 octobre, 19h22, on lui demande « Mais vous pourriez nous en parler ?» Elle répond le 15 octobre à 8h38, à enfoiré et demi, une vraie torpille en prépa. Une vraie torpille en prépa. Juste, évidemment que dans le cadre de la procédure, Brigitte a réfuté être l'auteur de ces messages. Elle a nié être l'auteur de ces messages qui désormais, et c'est les conclusions de l'expert, avec certitude, l'expert affirme qu'elle en est bien l'auteur. Et c'est quelque chose, évidemment, qui est renversant. Pourquoi? Parce que nous sommes 14 jours avant la rencontre, et c'est-à-dire que dans cette face cachée, en coulisses, nous avons cette pseudo-Leïla, en réalité Brigitte, qui évoque, affirme qu'une torpille est en prépa, et dans un même temps, nous avons la face visible de Brigitte, qui, de façon contemporaine et simultanée, écrit à Tariq Ramadan. Elle lui écrit le 16 octobre qu'elle l'aime, le 23 octobre qu'elle le trouve intelligent, le 24 octobre qu'elle le trouve merveilleux, le 25 octobre qu'elle souhaite le rencontrer. Et puis évidemment qu'ils se rencontreront puisque la cible est désormais visuelle et ça n'est pas un hasard si ce jour-là, elle montera dans la chambre 501 de l'hôtel Mon Repos à Genève. Il faut retenir cette phrase « la torpille est en prépa » qui n'est pas une phrase neutre. Quand on parle de torpille, évidemment qu'on emprunte au langage de guerre. C'est un engin de guerre rempli d'explosifs, utilisé sous l'eau, c'est-à-dire que c'est pas une guerre face à face. C'est pas une guerre sur le terrain des idées qu'on s'apprête à livrer. C'est une guerre en tenue de camouflage, en sous-marin. Et c'est exactement ce qui va se passer. Parce que Brigitte, évidemment, va se présenter sous les plus beaux attraits à Tariq Ramadan, mais elle a un projet qui est très clair, amorcer, séduire, abattre, comme une torpille qui explose sa cible. Et au fond, ce message, pourquoi il est important et pourquoi il est renversant? Parce qu'il permet d'affirmer que rien dans cette affaire ne relève du hasard. Rien dans cette affaire ne relève du hasard parce qu'elle en a le contrôle, parce qu'elle en a la maîtrise, parce qu'il s'agit d'un plan, d'un dessin, d'une torpille qui est en préparation et qui explosera le 13 avril 2018 lorsque la plainte sera déposée. Alors, il faut en finir et en tirer les conséquences. Il y a des figures tutélaires, notamment en France, comme Zola qui disait que tout jugement des hommes est faillible et il faut poser le postulat que l'on peut condamner un innocent. Il faut poser ce postulat. Et en réalité, il faut le poser simplement, sans aucune rancœur, parce que si la justice en Suisse s'est trompée, c'est qu'on l'a trompée. Si elle s'est égarée, c'est qu'on l'a égarée, parce qu'elle était dans l'ignorance d'un fait essentiel, l'existence d'un projet. Et là, au fond, cette stylométrie, c'est en quelque sorte une torche qui vient éclairer cette affaire. Et moi, je suis persuadée, et je veux croire que si les juges suisses, et en particulier le procureur de la République et canton de Genève, s'il avait été nanti de ce fait-là, de ce projet-là, de ce dessin, de cette torpille en préparation, je suis persuadée que le procureur de la République et canton de Genève n'aurait pas renvoyé Tariq Ramadan en jugement. Alors, nous, avocats suisses, demain, nous réparerons cette ignorance par un acte judiciaire qui est une demande de révision que nous allons déposer
dans les prochains jours parce qu'il faut reprendre l'ouvrage. Il faut maintenant savoir qui est derrière ce message, qui est derrière cette torpille en préparation. Est-elle la seule fossoyeur de Tariq Ramadan ou y a-t-il des complices ou des autres auteurs? Il faut reprendre cet ouvrage pour savoir qui se cache derrière cette machination qui est le projet que l'on vient ici de vous révéler. Et poursuivre l'enquête, et je crois que désormais, savoir, et vous saurez, et vous êtes nantis désormais de cette vérité, et chaque fois que vous entendrez des allégations d'une ou l'autre des plaignantes, et en particulier de la plaignante suisse, vous aurez une petite musique, pour ne pas dire un requiem derrière, dans votre tête. La torpille est en préparation. Bonjour, Pauline Bauduarmand. Je suis également l'avocat de Tariq Ramadan en France, aux côtés de mes confrères Wadi El Mamouchi et Pascal Pierre Garbarini, mon associé notamment. Mon frère Guéric Canonica tout à l'heure a employé un mot qui m'est apparu être celui le plus important compte tenu de ces nouveaux éléments, c'est le mot bouleversé. C'est drôle, sans se concerter, j'aurais employé le même. Les nouveaux éléments qui vous ont été exposés longuement par mes confrères, ils bouleversent ce dossier. Ils ne se contentent pas seulement d'apporter un nouvel éclairage. C'est très important qu'on comprenne parce que Monsieur Ramadan en France, sa procédure n'est pas au stade de celle qui a été diligentée en Suisse. Concernant Monsieur Tariq Ramadan, en France, l'instruction s'est achevée. Et depuis la fin de cette information judiciaire, de nouveaux éléments sont apparus. Je ne vous dirai pas que c'est une chance, mais presque. Presque parce que le code pénal français permet d'ordonner des suppléments d'information. Lorsque des éléments nouveaux apparaissent, le code de procédure pénale permet que l'information soit reprise et que de nouvelles investigations soient menées avant même une audience de jugement. C'est presque une chance pour Monsieur Tariq Ramadan parce que finalement, c'est ce que nous avons demandé. Et je me permets de vous rappeler qu'une information judiciaire, ça n'a pas vocation à confirmer une accusation. Une information judiciaire, ça instruit à charge, à décharge, en prenant en considération l'ensemble des éléments du dossier et même, grâce au supplément d'information, les nouveaux éléments qui apparaissent postérieurement à la clôture d'une instruction. Concernant Monsieur Ramadan, nous avons déjà, le 5 mars dernier, sollicité un supplément d'information auprès de la Cour criminelle départementale de Paris. Pour quelle raison? Parce que le 5 mars dernier, nous avions, et mon confrère Wadi El Mamouchi vous l'a expliqué, des éléments nouveaux. Le premier élément que nous avions, c'était l'expertise faciale de Madame Paul Emma Aline, qui indiquait qu'à 100%, cette dame se trouvait non pas séquestrée dans une chambre d'hôtel, mais présente à la conférence de Monsieur Tariq Ramadan. Nous avions également cette expertise médicale sur l'état qui devait être le sien après les faits qu'elle dénonçait. Et puis nous avions également eu, dans l'intervalle, des éléments de preuves formelles selon lesquels des manipulations, des pressions, des intimidations étaient intervenues dans ce dossier. C'est si vrai que ces éléments, ils nous ont été produits par certaines des plaignantes elles-mêmes, notamment Madame El Ayari, qui elle-même a évoqué un piège. Et c'est également si vrai que, à l'heure où je vous parle, une information judiciaire est ouverte au tribunal judiciaire de Paris concernant des interventions de tiers sur les plaintes, sur les déclarations que devaient avoir les plaignantes à l'encontre de Monsieur Tariq Ramadan. Vous avez le message de Madame Ayari sur l'écran, sur le piège qui a été tendu à Monsieur Ramadan. Donc à la date du 5 mars, nous avions d'ores et déjà ces éléments nouveaux et nous avions sollicité auprès de la Cour criminelle départementale que soit ordonné un supplément d'information. Ces éléments qui sont forts, très forts, n'ont pour l'instant pas trouvé d'écho puisque nous n'avons pas obtenu de réponse
à notre demande de supplément d'information. Depuis, mes confrères vous l'ont longuement expliqué, nous avons 2 nouvelles expertises qui sont scientifiques et qui sont technologiques. Et je vais m'autoriser à vous faire un tout petit peu de lecture concernant l'arrêt de mise en accusation de Tariq Ramadan. L'arrêt qui a été rendu en juin 2024, il a ordonné le renvoi de M. Tariq Ramadan devant une cour criminelle départementale pour 3 plaignantes. Et concernant le blog de Mme Paul-Emma Aline, l'arrêt relève qu'aucune vérification technique ou technologique n'a permis de remettre en cause la parole de Mme Aline, que ce soit sur la date de création du blog ou la possibilité d'antidater. L'expertise dont nous vous avons fait état nous permet d'affirmer désormais que ce blog a été antidaté. Et vous voyez, ça va plus loin, parce que la Chambre de l'instruction, elle concluait « En l'état, il n'est pas établi que Mme Aline aurait anticipé sa dénonciation. En l'état, désormais, il est établi que Mme Aline a anticipé sa dénonciation. » Et c'est la même chose concernant la stylométrie. Concernant la stylométrie, Mme Aline avait contesté être Nathalie, c'est ce que relève la Chambre de l'instruction, et conclut « Aucune investigation technique n'a permis d'en savoir davantage sur ces identifiants. » Désormais, l'expertise en stylométrie confirme à 97% que Mme Paul-Emma Aline est Nathalie, que Mme Paul-Emma Aline est l'auteur des messages qui évoquent un piège, un plan. Nécessairement, nous allons, sur la base de ces 2 nouvelles expertises, régulariser dans les prochains jours une seconde demande de supplément d'information. Je n'imagine pas qu'elle ne trouve pas d'écho, je n'imagine pas qu'il ne soit pas fait droit à cette demande, parce que, vous le constatez, en l'état, nous sommes face à un dossier qui est inachevé, qui est inabouti. Et juger un homme devant une cour criminelle sur un dossier inachevé, inabouti, c'est réaliser un procès qui n'est pas contradictoire. Ce n'est pas le droit à un procès équitable et c'est surtout le meilleur moyen de conduire ce procès à un échec et à une erreur judiciaire. Monsieur Ramadan demande pas quelque chose d'inédit. Monsieur Ramadan, il demande à ce que le droit lui soit appliqué. Cette demande de supplément d'information, je vous le précise, elle est fréquente, elle est souvent ordonnée. Un supplément d'information en droit français, c'est pas quelque chose d'inédit, c'est quelque chose qui est souvent réalisé. Et c'est si souvent réalisé d'ailleurs que dans le cadre d'un procès très médiatisé en ce moment, il n'y en a pas eu une, il y en a eu 2. Et ce procès a été déprogrammé à plusieurs reprises parce que l'accusation considérait que ce procès ne pouvait pas se tenir tant que tous les éléments n'avaient pas été évoqués. Je ne m'attellerai pas plus à vous montrer que tous les éléments n'ont pas été examinés par l'instruction puisqu'ils n'étaient pas apparus à l'époque. En tout état de cause, Tariq Ramadan doit bénéficier de ce supplément d'information parce qu'il est injusticiable comme les autres et parce qu'à défaut, son procès serait voué à l'échec. D'abord, j'aimerais commencer par les remerciements. Je vais essayer d'être court. Il y a quand même un certain nombre de choses à dire, de réflexions à avoir. J'aimerais remercier tous mes avocats qui sont présents ici et qui se sont présentés. Remercier également ceux qui n'ont pas pu être des nôtres et parce que finalement, ça aurait été une conférence de presse avec trop de monde. Certains n'ont pas pu venir, d'autres n'ont pas été impliqués directement dans les dernières démarches. Et donc, j'aimerais aussi remercier les absents. Les noms ont été cités pour la Suisse. Maître Théo Badan, Maître Loïc Parrain et Maître Marc Bonan. Et pour la France, Maître Nabila Asman, Maître Elisa Arfi et Maître Philippe Ohaillon. Je les remercie de cet engagement à mes côtés et de l'engagement pour faire en sorte que la vérité soit manifestée. Ce que j'aimerais dire au gré de tout cela, je les remercie et j'aimerais qu'on se rende compte de ce qui vient d'être dit. En d'autres termes, depuis le départ, depuis 8 ans, j'ai dit et répété que j'étais innocent, j'ai dit et répété que c'était un traquenard, qu'il y avait des personnes qui, sur les réseaux sociaux, parlaient et étaient en connexion.
Aujourd'hui, les choses se confirment effectivement par la science, elles se confirment par des données qui sont irréfutables. Et ce que j'attends de ce point de vue, c'est que je sois jugé sur les faits, je sois jugé sur le droit et sur la justice, et non pas, encore une fois, il a été rappelé, parce que j'en étais persuadé, je l'ai dit et répété, si je ne m'appelais pas Tarek Ramadan, vous ne seriez pas là, ni moi non plus. Et qu'il y a une donnée qui est une donnée du coupable idéal. Et aujourd'hui, ce qui a été important pour moi, je me suis concerté, on s'est concerté avec les avocats pour dire à un moment donné, il faut aussi que la parole soit entendue, car à l'inverse de toutes les plaignantes, je ne suis pas allé sur les plateaux de télévision, je ne suis pas allé parler, j'ai dit tout de suite, je fais confiance à la justice. En 8 ans, je ne suis allé que 3 fois, et c'était après des décisions sur un plateau, mais sinon, je n'ai pas parlé. Parce que vous n'êtes pas mes juges, parce que les médias ne sont pas mes juges, et que la justice, elle se fait au tribunal. Mais qu'à partir d'un certain moment, comme il a été dit ici, depuis le 25 mars, on envoie une demande d'ouverture et il n'y a pas de réponse. C'est comme si, quand il n'y a pas d'écho médiatique, il y a un silence juridique. Et ça ne peut pas être. C'est une erreur pour le droit et c'est une déviance pour les médias, d'une certaine façon. Vous devriez être à l'écoute de ce que le droit dit et non pas avoir à l'influencer, parce qu'alors on marche sur la tête sinon. Et je peux vous dire que depuis 8 ans, je marche souvent sur la tête. Je marche souvent sur la tête parce que c'est un traitement qui... C'est un traitement qui a fait que il y a eu 8 ans de ma vie. Il y a eu la maladie, il y a eu la prison, il y a eu la réputation. Je n'avais pas prévu ça, hein. Je n'avais pas prévu ce moment d'émotion, mais à partir d'un certain moment, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est que de traverser ça. Et là, ce que vous avez entendu, c'est que des personnes ont prémédité des pièges. Et je l'ai dit pendant 8 ans. Et on ne me répond pas, la justice ne me répond pas, et j'ai l'impression de ne pas avoir toujours été entendu. Et donc aujourd'hui, j'aimerais juste rappeler très rapidement 3 ou 4 choses, et j'aimerais vraiment m'en tenir au temps qui m'est imparti. La première des choses, j'aimerais vous rappeler un fait de droit. Moi, quand on a commencé cette affaire-là, les médias se sont emparés d'une chose en disant « Tarek Ramadan a menti, il n'a pas reconnu les relations ». Et effectivement, et je peux vous le dire aujourd'hui, c'est le seul mensonge qui ait eu lieu et qui ait eu lieu en France, parce qu'en Suisse, j'ai dit et tout de suite dit, il n'y a pas eu de relation, il n'y en a pas eu. Et en France, j'ai protégé ma famille et j'ai voulu me protéger. Alors, en fait, mon premier avocat m'a dit « Tarek, c'est mieux que vous ne reconnaissiez rien ». Et en fait, ça m'arrangeait de ne rien reconnaître. Mais ce que je veux dire, parce que certains d'entre vous viennent de l'étranger, ils viennent d'Angleterre, et ils ont pensé que j'avais menti sous serment. Jamais sous serment, je n'ai menti. Mais ce qui est le plus important, c'est que j'ai suivi une voie qui m'arrangeait moralement et qui n'était pas forcément juste juridiquement. Sauf que, vous avez peut-être entendu l'ancien ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, dire qu'en France, un accusé peut mentir quand cela permet de faire en sorte que l'accusateur apporte des éléments pour prouver. Eh bien, dans ce cas-là, c'est exactement ce qui s'est passé. Maître Hamamouchi vient de mettre en évidence que la clé USB, c'est la clé qu'elle a donnée pour prouver qu'il y avait eu. C'est en fait, ça l'a poussé à nous donner les éléments qui vont prouver qu'en fait, il y avait une manipulation. C'est exactement la même chose avec l'ordinateur. L'ordinateur a dû être donné. Eh bien, tiens, on trouve sur l'ordinateur des choses qu'on aurait cachées si le premier mensonge n'avait pas été. Il ne le justifie pas moralement, mais quel bienfait juridique. Parce que ce que dit effectivement l'ancien ministre de la Justice, à des moments donnés, vous poussez l'autre à devoir montrer ses preuves, et dans ses preuves, il y a sa propre accusation. Et de ce point de vue, c'est la clé USB, ce sont les messages qu'on vous a montrés. Et aujourd'hui,
ce qui est tout à fait particulier, c'est que, comme il vous a été dit également, c'est qu'au cours de l'instruction, la brigade criminelle, elle a le soupçon, en fait, que ces femmes mentent. Et non pas simplement le soupçon, hein. Des rapports mettent en évidence qu'elles mentent. Et les juges n'en tiennent pas compte. Pendant 8 ans de ma vie, elle m'envoie en prison, en détention préventive, pendant 9 mois et demi de ma vie, et vous remarquerez quand même, parce que c'est ce qu'a dit Maître Garbarini, il y a quand même un traitement spécial, parce que qui est allé en prison pour des affaires de cette nature après le 8? Il y en a combien? Vous en comptez combien? Je dois pratiquement faire l'exception. Parce que j'étais le coupable idéal. Et on ne m'a pas entendu. Et aujourd'hui, la brigade, ce qu'on vient de vous exposer, c'est la confirmation des soupçons de la brigade criminelle, mais cette fois-ci de façon scientifique. Cette fois-ci, on ne peut pas faire ce qu'on trouve dans l'ordonnance, une hésitation sur on n'est pas... Non, cette fois-ci, les choses sont claires. Et vous savez qu'en statistique et en calcul de probabilité, au-dessus de 95%, c'est considéré comme une certitude. Et nous sommes à 96,9 et à 97,17 et 100%. Et ce que j'aimerais vous dire, parce que ça a été mis en évidence, c'est qu'effectivement, on a diligenté des expertises qui vous ont été présentées dans l'esprit et la forme. Mais j'aimerais vous dire une chose, c'est que la première expertise qu'on a demandée, elle venait à 97 et à 100%. Mes avocats, par précaution, ont demandé à ce qu'on ne fasse d'autres tests. Alors écoutez bien, parce que les résultats finaux ici, ils ont été confirmés par 3 tests et 2 méthodes. Ça veut dire 6 fois, ce sont elles qui ont écrit. 6 fois. C'est-à-dire 6 tests avec la linguistique forensique assistée par ordinateur, dont vous pouvez aller chercher partout où vous voulez. C'est celle qui est reconnue en stylométrie comme celle qui est la plus scientifique. Et qui l'a fait? C'est la personne de référence aujourd'hui sur le plan mondial, qui est le docteur Chasky. Donc par 6 fois. Donc je ne sais pas où on va pouvoir maintenant essayer d'éviter cette vérité. Moi, c'est ce que j'attends. Et on m'a dit, moi, j'avais le même mode opératoire. Mais pourquoi est-ce que nous avons décidé d'être les avocats suisses et les avocats français? Parce qu'en fait, c'est le même mode opératoire. Mais c'est pas le mien. C'est celui de celle qui m'accuse. Le même mode opératoire. 2 semaines auparavant, 6 jours auparavant, les choses sont claires et elles se connaissent. Il faut savoir que dans le dossier, elles affirment au départ ne pas se connaître. Elles se connaissent depuis 2009, les 2 plaignantes. Elles se parlent et on le sait, et tout le monde le sait. Et mes avocats au tout début m'ont dit, l'affaire suisse est une affaire suisse, l'affaire française est une affaire française, sauf que quand la science parle et qu'elle dit c'est la même chose, c'est la même affaire avec les mêmes personnes qui se connaissent, il faut qu'on en tire des conclusions de ce point de vue. Et c'est pas tout. Vous savez, dans le décompte qu'a dit Maître Garbarini, il y avait 6 personnes. Ce que vous devez savoir, c'est que plusieurs ont été écartés. 2 d'entre elles ont été écartées. Mounia Rabouche et une qui s'appelle Elvira et qui est Inès Marie Ecclesias Magdalena. Qu'est-ce qu'elles disent, ces 2 personnes? Maintenant, nous avons été manipulés. Nous avons été poussés à porter plainte. Et nous n'avions pas, dans un premier temps, décidé de porter plainte. Mais il y a un homme qui apparaît de façon tout à fait étrange dans cette affaire-là et qui s'appelle Jean-Claude Elfassi, 17 fois condamné pour diffamation, 1 fois condamné pour escroquerie. Il connaît toutes les plaignantes. Et les 2 nouvelles plaignantes disent exactement ce que nous dit la science. Donc elles disent par leurs mots, il y a manipulation, nous avons été entraînés dans une affaire. Vous savez que l'une d'entre elles dit, j'ai même pas signé ma plainte. Mais dans le dossier, on l'a, puisque la police dit qu'elle a été interpellée par Jean-Claude Elfassi. C'est lui qui appelle la police. Et que Mounia Rabouche dit, il a pris de l'argent de l'Express. Et on a le email où il lui dit qu'il va lui donner de l'argent donné par le journal L'Express pour son témoignage. Ça va aller jusqu'où comme ça? Il faut qu'on prouve quoi pour que la vérité soit manifeste aux yeux de mes juges? Parce que ça, c'est aussi des éléments qui sont particulièrement importants. Ces 2 anciennes plaignantes, de ce point de vue, maintenant confirment par leurs propos cet élément-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi est-ce qu'il est intéressant de parler de Elfassi en 2009 dans l'affaire suisse? C'est que la plaignante suisse lui demande combien il paye. Combien il paye pour son témoignage. Et qu'on a écarté ceci comme si ce n'était pas important.
et que lui, il répond « Je ne vais pas payer pour parler des ébats d'un islamiste intégriste. » Donc il se parle d'argent. Dites-moi, dans le bon sens commun, une femme violée, elle vend son affaire? Elle la monnaie? Elle la monnaie ou je deviens fou? Ou il y a autre chose? Et lui, il est partout. Et donc, encore une fois, il faut savoir qu'une plainte qui est maintenant inscrite, et c'est une plainte en constitution de partie civile contre El Fassi, est en cours d'instruction. Et c'est important, parce que maintenant, on va aller jusqu'au bout. Et il faudrait aussi que mon affaire en France tienne compte de ces éléments-là. Il est impliqué. Et donc, il faut aller jusqu'au bout. Et quand on parle d'argent, les choses sont claires. Très rapidement, la conclusion de tout ça, c'est que la justice, elle a été trompée. Elle a été trompée en Suisse. Elle a été trompée en France. Et vous savez, on a un débat en France aujourd'hui avec ce qui se passe avec l'affaire Sarkozy. Est-ce que la justice est politisée? Est-ce qu'on la rejette complètement? Est-ce que les juges sont politiques au point que finalement c'est la haine qui le condamne et non pas les faits? Je vais vous dire une chose, eu égard à mon expérience de 8 ans. Moi, je n'ai pas d'approche essentialiste. Je sais, comme nous tous ici, comme vous tous ici, qu'il y a des juges politisés et qui peuvent être influencés par une idéologie. Stupide celui qui ne le croirait pas. Mais il y a dans le corps des magistrats des personnes intègres qui font leur travail. Et c'est ce que j'attends, moi. Je n'attends que le juge ou la juge intègre qui fera son travail. Mais je sais que l'instruction à laquelle j'ai assisté, moi, pendant 7 ans et demi de ma vie, elle était complètement à charge. Je n'étais ni entendu et ni d'ailleurs respecté. Mais ce que j'attends aujourd'hui, sans essentialisation, c'est que les juges, comme il a été dit en Suisse, reconnaissent qu'ils ont été trompés et aillent jusqu'au bout du processus. Quelque chose qu'ils ne savaient pas apparaît, il faut revoir ce qu'on a pensé vrai. Parce que c'est faux. Parce qu'on vous a trompé. Et la même chose en France. Et donc ce que j'attends, c'est qu'en France se réveillent des juges qui soient indépendants, ceux qu'on n'appelle pas au téléphone pour les orienter. Et ne me dites pas que ça n'existe pas, vous le savez tous, et si Sarkozy le dit, il n'est pas parole d'évangile, mais il est parole de connaisseur, de l'intérieur. Mais je n'ai pas cette position-là. Et quand j'entends justement dans l'affaire Jubilard que on entre en matière pour ouvrir de l'information, eh bien, il faut les ouvrir, pas simplement quand ça concerne l'accusation, mais en particulier quand ça concerne la défense, quand ce sont des arguments aussi importants et scientifiques. Donc on ouvre et on répond. Et on répond à mes avocats, on vous demande sur ces bases-là de faire quelque chose. Pourquoi ce silence? Et vous savez, je serai le dernier à avoir besoin des médias pour ceci. On ne devrait même pas avoir cette conférence de presse. Mais si le silence de autorité à certains de ne pas respecter une procédure et de ne pas respecter les droits d'un prévenu ou de quelqu'un qu'on accuse, eh bien, à un moment donné, il faut faire entendre cette voix. Il y a un deuxième point que j'aimerais dire avant d'arriver vraiment à ma conclusion réelle, et c'est une occasion qui m'est donnée. Je sais que parmi vous, dans cette salle, il y a des journalistes, et vous êtes nombreux, vous venez de 15 pays, il y a des Africains, il y a des Turcs, il y a des Canadiens, vous êtes de partout. Il y en a certains ici dans cette salle qui ne m'aiment pas, qui ont participé à la boursouflure médiatique qui a consisté à me salir, à devenir plus moraliste que les gens moraux, à considérer que j'avais enfreint la morale islamique et musulmane et qui faisait de moi un coupable. J'aimerais vous dire une chose, c'est pas la question. C'est pas la question, faites votre travail. Depuis quand ceux que vous aimez sont du côté de la vérité et de la justice? Et depuis quand ceux que vous détestez sont du côté de la culpabilité et de la condamnation? C'est pas une affaire de sentiment. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais soyez dignes, honorables, faites votre travail, rapportez les faits, pas les rumeurs. Pas le fait que Tariq Ramadan, parce qu'il a cette histoire, il est le coupable idéal. J'aimerais vous dire une chose. Vous avez fait du mal, certains d'entre vous. Vous avez fait du mal parce que vous avez rapporté des rumeurs, vous avez sali un homme et sa famille, et puis que finalement, il devait payer le prix.
Mais moi, je ne vous demande pas ça, ça ne m'intéresse pas ça. Je vous demande juste de faire votre travail de journaliste. Et votre travail de journaliste, c'est de rapporter les faits avec le plus d'objectivité possible. Et cette fois-ci, là maintenant, ce que vous avez entendu de mes avocats, c'est de dire les faits sont têtus. Et la science, quand elle parle, l'idéologie se tait. L'idéologie se tait. Et c'est peut-être de ça dont il faudrait aujourd'hui que vous preniez compte. Vous savez, il y a un documentaire qui se prépare sur Netflix et ils sont entrés là-dedans, ils viennent des États-Unis et d'Angleterre, mais ils sont sidérés en fait. Ils sont sidérés, ils disent mais qu'est-ce qui se passe en France pour qu'on traite comme ça? Est-ce que c'est un pays qui est allé si loin dans l'anti-musulman que finalement on ajoute à l'indigne l'opprobre et l'insulte à la juridiction et au droit? Les choses vont sortir d'une certaine façon et il faudra aussi qu'on entende cette voix-là. C'est que c'est pas normal ce qui arrive et je pense que ce qui est déterminant, c'est que j'ai vu parmi les journalistes comme j'ai vu parmi les juges des femmes et des hommes qui faisaient leur travail. Il y en a qui ont porté la vérité et la manifestation de la vérité avec dignité, je les en remercie. Pour ceux qui ne l'ont pas fait jusqu'à maintenant, je dis il n'est jamais trop tard. C'est le moment. Faites votre travail. Et dites ce qui est. J'aimerais vous dire une chose, ma conclusion, c'est la philosophie de ma vie. J'aimerais que vous l'entendiez. Parce que le fait que je m'appelle Tariq Ramadan et je suis de confession musulmane et que j'ai un engagement politique a fait qu'on a sali et ma personne et ma réputation. J'aimerais que vous entendiez très clairement quelles sont mes références. Je vais raconter une histoire. Cette histoire, elle est essentielle pour moi parce qu'elle dit tout de moi. Elle dit tout de moi dans ma relation avec mes références et avec la relation du monde dans lequel je suis. Cette histoire, elle est très simple. Il s'agit dans les temps anciens de tribus qui étaient en conflit. Une de ces tribus, une de ces communautés était musulmane et une autre, c'était une tribu juive. Et cette tribu juive, elle était en conflit avec la tribu musulmane. Et d'autres tribus juives étaient associées à la tribu musulmane dans un accord concret de protection mutuelle. Un homme musulman va voler un bouclier. Et comme il sait qu'il est en opposition avec la tribu juive, pour ne pas se faire accuser, il va mettre le bouclier chez le juif en disant « c'est le juif qui a volé ». Et la première réaction naturelle des personnes, c'est de dire « ah ben oui, c'est l'ennemi qui a volé, donc c'est le juif le coupable ». Et il y a une révélation coranique qui vient dire à la conscience musulmane internationale et pour tous les temps, le juif est innocent et le musulman est coupable. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Ça veut dire que vous aimiez ou pas les gens, qu'ils soient de votre bord ou pas, que ce que vous célébriez avec la fausse citation que vous avez donnée à Voltaire, à savoir « je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je vous battrai pour que vous puissiez le dire », ça n'est pas de lui, mais la phrase est noble et la phrase est bonne. Ce que moi, ma tradition, elle est celle-ci. Un homme innocent, il est innocent, juif, chrétien, musulman, athée, hindou, bouddhiste, et je me battrai pour son innocence. Mais si je vois un musulman qui est coupable, je me battrai contre lui au nom de l'innocence et de la justice. Je vous mets au défi, depuis 40 ans que je suis sur le terrain, d'avoir enseigné autre chose que ça. Et l'image qu'on a donnée de moi en France, elle est absolument pervertie. Elle n'est pas à l'écoute de ce message-là. On a voulu faire de moi le petit-fils de, le frère de, le descendant de, contre la laïcité, contre la République. Et finalement, ça justifierait qu'en coupable idéal, je finisse en prison. Bien non, je le répète, et cette fois-ci, science à l'appui, je suis innocent de tout cela. Je suis victime, effectivement, de personnes qui ont planifié, et qui ont planifié en trompant la justice. Juste que justice soit faite aujourd'hui. Je vous remercie.